on a un panel finalement assez large pour montrer différentes facettes, on ne les montrera pas tous ou toutes, de cette grande famille de métiers de l'environnement de travail. J'ai une première thématique à vous proposer. En fait, elle est convenue entre nous déjà par avance, mais sur la raison d'être et sur les missions des métiers de l'environnement de travail. On voit que toutes les familles de métiers ont en commun une évolution significative des intitulés de postes, des activités et des compétences. Mais il se joue pour la famille logistique quelque chose de spécifique. Plus que dans d'autres métiers, il semble que ce soit les missions même de cette famille de métiers qui doivent être reformulées. Donc entre la logistique d'hier et l'environnement de travail de demain, même si on a déjà eu un aperçu avec cette première intervention, comment est-ce que vous vous situez aujourd'hui dans vos entreprises respectives? Alors quel est le chemin parcouru depuis déjà quelques années? Et puis qu'est-ce que vous avez comme balise pour les jours à venir? Je vous laisse... Donc Karine Sacustino, donc effectivement, je vais juste préciser un peu, je suis responsable du département relations clients, j'ai rajouté interne parce qu'effectivement nos clients sont tous les collaborateurs d'Alliance. Et en fait, on s'est récemment réorganisé en ayant un front et un back-office, c'est-à-dire que voilà, mon département est en front avec nos clients internes et on a un back-office qui va gérer les prestataires, la relation prestataire. Alors, je me suis complètement retrouvée dans ce qu'a dit Madame Torrenti, puisqu'effectivement, il y a une évolution assez impressionnante dans nos métiers. La grande modification qu'il y a eu ces dernières années, c'est qu'en fait, maintenant, on est force de proposition dans la stratégie immobilière de l'entreprise. Avant, c'était, voilà, on veut partir, on veut sortir, le bail s'arrête, combien ça coûte? Maintenant, on va vraiment être avec la prise de conscience du mouvement du bâtiment, où il faut qu'on soit réactif, alors que le bâtiment, par définition, il est assez inerte. Et il faut qu'on puisse répondre à des demandes qui vont arriver, donc il faut essayer d'anticiper, il faut garder de la flexibilité dans nos bâtiments. Et dans l'environnement de travail, c'est pour ça qu'on s'appelle environnement de travail et plus uniquement services généraux, c'est bien de prendre en compte tout ce qui va aider le collaborateur à pouvoir travailler au sein de notre entreprise. Je ne sais pas si tu veux... Ouais. Alors moi, je suis en fait dans une autre famille de logistique, donc ce qui est intéressant. Je suis donc Philippe Coulet, je suis responsable de la logistique de l'information qui, en fin de compte, représente tous les flux documentaires entrant, circulant et sortant de l'entreprise. Alors pour faire simple, c'est en gros la famille courrier, archivage, et la famille éditique. En fait, c'est les deux qui plongeaient les plus, que vous avez vu tout à l'heure sur les graphiques. Par rapport à la question où on en est et comment ça a évolué, d'abord, il y a une logique depuis, qui date d'il y a plusieurs années maintenant, et avant même que j'arrive en responsabilité, il y a 4 ans, qui a été de regrouper au sein d'une même organisation toutes ces familles-là. Ce qui est assez rare. J'ai pas encore vu ça, mais peut-être dans l'assistance, il y en a qui me diront le contraire, mais j'ai pas encore vu ça sur des sociétés de notre taille, d'avoir tout cet ensemble donc de flux documentaires regroupés dans une seule et même organisation, incluant la reprographie, incluant aussi la conception des documents. Donc le premier élément de transformation qu'il y a eu il y a déjà quelques années, c'est de regrouper finalement au sein d'une même organisation tout cet ensemble. Ensuite, dans ces familles, alors pour faire simple, je vais plutôt parler de courrier et d'éditique, dans ces familles, il y a eu des évolutions très spectaculaires. Sur le courrier, avant les années 2000, on était sur un métier qui était, courrier et archivage, qui était à 100% manuel. Aujourd'hui, 75% de nos activités se font sur ordinateur. Donc là, effectivement, il y a un changement qui est extrême. J'y reviendrai tout à l'heure, mais 70% de nos flux entrants sont des mails, et non plus du courrier postal. Côté éditique, là aussi, on ne produit plus uniquement des documents papier, même si on en produit toujours autant qu'avant d'ailleurs, et même ça réaugmente un peu, mais on produit également du mail et du SMS. Sur cette famille-là aussi, le document a singulièrement évolué, le document papier, avec l'arrivée de la couleur et de la personnalisation, mais ça n'a pas révolutionné pour autant nos métiers. Voilà, donc déjà, des évolutions importantes dans ces familles-là que l'on a su accompagner, voire anticiper. Merci pour ces premières précisions. Je vais juste rebondir sur effectivement ces métiers. Enfin, en fait, on a vraiment, nous, professionnalisé, externalisé. Parce que je rebondissais sur la baisse des embauches aussi qui étaient liées à ces métiers.
C'est parce que autant on a des nouveaux métiers qu'on garde auprès de nous pour transformer l'entreprise, on va dire physiquement ou dans nos locaux. Après, il y a d'autres métiers qu'on a, voilà, il y a la Poste, il y a d'autres grands qui ont pris, entre guillemets, en tout cas pour les grandes entreprises, hein, la part que nous, on avait internalisée. Donc ça, c'est important aussi, une externalisation de métiers un peu de spécialistes, on va dire. Parce que quand on regarde la composition des effectifs, on a l'impression qu'il y a à la fois des bacs -5 et des bacs +5, et qu'à la fois il y a une élévation des niveaux. Alors si on prend comme critère le niveau de diplôme, il y a à la fois une élévation des niveaux de diplôme, mais il y a aussi à maintenir un certain nombre d'emplois qui ne sont pas à ce même niveau-là et qui doivent travailler ensemble. Donc il y a une alchimie à trouver dans les équipes. Alors, il y a effectivement une élévation du niveau, mais on a aussi un historique. Dans nos métiers, services généraux, on a aussi, nous, un passif. Et donc, on a un certain nombre de personnes qui sont sur ces profils moins bac +5, on va dire, et qui, effectivement, sont encore là. Donc, en fonction de l'évolution de nos effectifs, on va, comme par exemple, comme vous l'avez dit, nous, on a fait le choix aussi d'externaliser un certain nombre de choses. Et à chaque fois qu'on va pouvoir externaliser quelque chose, on va du coup augmenter sur une autre partie des attentes que l'on a et aller chercher plus d'expertise et sous-traiter plutôt tout ce qui va être faisable par les prestataires. Et c'est marrant parce que quand vous avez présenté justement les différentes grilles de métiers, en fait, moi les profils que j'ai vus dans cette grille-là, ce sont en fait les profils de nos prestataires. C'est ce que l'on maintenant, c'est ce que l'on demande nous à nos prestataires d'être. Et en fait, donc c'était pour ça, ça a été notre grande discussion parce que personnellement, je ne me suis absolument pas retrouvée dans la définition qui a été faite de nos métiers. Il manque tous les nouveaux métiers, en fait. Exactement. Tous les métiers de pilotage de prestataires, d'architectes, j'en suis une en l'occurrence, donc effectivement, où il y a toute cette notion-là qui n'est pas prise. Et effectivement, après, on a l'aspect, on a aussi des gens que l'on doit continuer à accompagner. Ah oui, alors c'est un aspect, là, moi j'ai combien, 4 jours là du coup? Non, première chose, effectivement, nous aussi on externalise sur les deux domaines, hein, d'ailleurs, éditique et courrier, on externalise à peu près à 2 tiers hein, sur l'éditique et à peu près 80% de nos flux entrants sont externalisés sur l'aspect courrier. Cela étant, notre politique là-dedans, c'est une politique hybride. C'est une politique où on veut absolument garder des moyens internes pour différentes raisons. Notre logique, elle est la suivante. On externalise ce que l'on ne sait pas faire ou ce que l'on ne peut pas faire. Qu'on ne sait pas faire, ça veut dire soit des savoir-faire ou surtout des équipements que l'on n'a pas dans certains domaines et que donc on confie à l'extérieur. Et ce qu'on ne peut pas faire, on va plutôt là travailler sur la masse. Tous les envois de masse, effectivement, on n'a pas capacité à faire, en particulier donc sur notre éditique. Sur les autres aspects, on va plutôt chercher la proximité, la réactivité, la qualité, et aussi la capacité d'adaptation. On est dans un monde qui bouge beaucoup et nos commanditaires, nos demandes, nos flux évoluent aussi beaucoup et il faut être capable de s'adapter. Et là, nous, notre pari, c'est de dire qu'en fin de compte, en interne, eh bien, on a une capacité autour de cette réactivité, cette adaptation, peut-être supérieure que si on pilote des externes. Donc nous, notre logique, effectivement, est de conserver au maximum nos effectifs internes. Je le disais tout à l'heure, par exemple, sur l'éditique, eh bien, depuis 2 ans, on est reparti à la hausse et on fait plus sur un certain nombre d'aspects que ce que l'on fait à l'extérieur. Voilà, donc ça, c'est un point important. Cela étant, c'est là que je vais être un peu long, hein. Cela étant, on a évidemment une conjoncture, je pense surtout au courrier, qui fait qu'on a une baisse de flux et donc une baisse de charge extrêmement importante. J'évoquais tout à l'heure le taux de mail par rapport au courrier. Je suis arrivé donc en responsabilité il y a 4 ans. C'est le premier indicateur que j'ai regardé pensant qu'il était effectivement très stratégique. Il y a 4 ans, on était à peu près à 50% de mails pour 50% entrants de courriers postaux. Ça a explosé à partir d'il y a 3 ans, et qui correspond d'ailleurs aux chiffres de la Poste par rapport aux flux postaux. On est à 6 à 7% depuis 3 ans de baisse du courrier postal, donc au détriment ou au profit du mail.
Donc on est aujourd'hui à 70-71% de mails contre 30% de courrier. Vous imaginez bien qu'au niveau des équipes, travailler sur un courrier physique, avec tout ce que ça veut dire en termes de manipulation, etc., de la prise en compte jusqu'à la mise en GED, parce qu'on fait la mise en GED également et l'archivage, ce que ça représente par rapport à un mail. Un mail, il est capté et il est routé à la bonne compétence dans 85% des cas sans qu'on intervienne. On intervient uniquement en vidéocodage. Donc ça, c'est un élément effectivement qui amène une baisse de charge absolument substantielle. C'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul. On avait deux autres éléments qui sont aussi très structurels. Un qui est de notre fait, qui est qu'on a souhaité dans notre organisation optimiser nos façons de faire. On les a dépoussiérés et en faisant participer les collaborateurs. Qui mieux qu'un collaborateur sait ce qu'il fait et donc comment l'améliorer. Et ça nous a amené des gains substantiels en performance. Donc ça, c'est le deuxième item. Le troisième item, c'est un domaine aussi qui est touché par l'optimisation, l'évolution des outils, et en particulier la potentielle arrivée de l'intelligence artificielle. On a monté, il y a 2 ans, j'ai souhaité ne pas subir, mais plutôt anticiper, on a monté un dossier à ce niveau-là qu'on a présenté à la direction générale, et en évoquant des baisses de charges sur 5 ans, avec des perspectives sur 5 ans qui étaient extrêmement fortes, de l'ordre de 40%. Et par rapport à ça, on a proposé des solutions. On avait en gros, vous avez compris, 3 inducteurs qui amenaient tout à la baisse. Et en fait, on a proposé 3 possibilités de réaction. Comment, en fin de compte, réagir à cette baisse de charge potentielle. La première, évidemment, elle est évidente, c'est de se dire, bah oui, il faut baisser l'effectif. Alors, à la Maïf, comme dans beaucoup de sociétés, j'espère, mais en tout cas à la Maïf, il n'est pas question de licencier. Par contre, en effet, une opportunité, c'est d'avoir une moyenne d'âge de l'ordre de 50 ans et donc un potentiel de départ à la retraite important. Et donc, une des modalités, c'est de dire on ne remplace pas tous les départs à la retraite. C'est ce que l'on fait depuis quelques années, on en remplace environ 1 sur 2. Ça, c'est la première modalité. La deuxième, on externalise, comme on disait, on externalise un certain nombre d'activités. Eh bien, c'est de dire si on garde nos collaborateurs et qu'on a moins de travail, ce qu'on a externalisé, tout au moins pour partie, on peut le réinternaliser. Et c'est ce que l'on fait, et on travaille très bien d'ailleurs avec notre centre de service sur cet aspect-là, où en fin de compte, on module en fonction des charges, des flux, etc. On leur en donne plus ou moins, etc. Donc ça, c'est véritablement, on gère la variabilité comme ça. Mais la troisième, et celle qu'on a surtout défendue, c'est de se dire, bon, effectivement, tous les inducteurs que j'ai évoqués, tous ces inducteurs qui vont à la baisse, ça peut être la mort annoncée finalement de ce genre de métier. Et donc ça peut être une fatalité. Et nous, on l'a plutôt vu et défendu comme étant une opportunité. Une opportunité, pourquoi? Parce qu'en fait, on a une capacité à faire avec des savoir-faire sur des tâches qui peuvent paraître basiques, répétitives, que l'on a et qui, en fin de compte, sont opérées dans toutes les activités des autres services de la Maïf, dans le réseau, au siège, etc., et peuvent être considérés par ceux qui l'opèrent comme étant une perte de temps, parce qu'ils ont une autre valeur ajoutée. Donc notre pari a été plutôt de dire, eh bien nous profitons finalement de notre capacité à faire qui va s'agrandir au fil du temps, pour vous aider, pour vous prendre ces tâches-là, et vous permettre, vous, d'être plus performants et plus à valeur ajoutée dans vos travaux. Et c'est là que nous, on s'est transformés dans nos métiers. Je vais vous donner 2 ou 3 illustrations. Par exemple, on traite en premier niveau les mails qui étaient traités avant par le webmaster. On traite en premier niveau, on fait le tri, et voilà. On fait ça aussi pour un certain nombre de délégations dans notre réseau, nos agences. On prend les mails, on traite, on enlève ce qui n'a pas lieu d'être, on traite ce qu'on peut faire, et puis on laisse ce qu'ils ont. Plus surprenant encore, on travaille sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a un progiciel qui prend tous les posts des réseaux sociaux qui traitent de la Maïf, qui parlent de la Maïf. Il y a un progiciel qui traite ça et qui les catégorise automatiquement, mais il y a une bonne part qu'il ne sait pas faire. Et c'est là qu'on intervient. On va, en fin de compte, classifier tous ces posts-là et leur donner une coloration. C'est neutre, c'est positif, c'est négatif. Tout ça, il y a un double objectif, d'adresser ça aux bonnes compétences, et puis aussi d'alimenter un document qui sort tous les mois sur l'e-réputation de la Maïf. Et on a, comme ça, d'autres activités. On a, en fin de compte, aujourd'hui, environ 25 activités différentes, et en l'espace de 2 ans, on en a donc rajouté 10 à notre panel.
Et donc on a transformé nos métiers à travers ça. On les a transformés dans une logique finalement où eh bien, ce type de collaborateurs eh bien, ne doivent pas être délaissés pour compte et ils ont une vraie valeur. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que ça améliore aussi, en fin de compte, l'employabilité de nos collaborateurs qui touchent à d'autres métiers et qui, quelque part, eh bien, peuvent plus facilement se vendre et plus facilement eh bien, jouer l'ascenseur social de l'entreprise. Et le dernier point que je voulais évoquer à ce niveau-là, pour ça je vous ai dit que je serais long, c'est que ça nous rend aussi plus attractifs par rapport au reste de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a 9 collaborateurs cette année qui partaient du courrier. Eh bien, on en remplace 5. Et parmi les 5, il y en a 5 eh bien, qui sont des personnes venant d'autres services et qui viennent nous rejoindre. Donc voilà un exemple tout à fait concret de ce que l'on peut faire dans cette diversification. On peut manquer de faire le parallèle finalement avec la Poste et plus précisément le métier de facteur. La Poste constate la baisse régulière des flux de courriers papier, postaux, et les facteurs réfléchissent ensemble, tous ensemble, à une manière de réinventer leur métier et de proposer d'autres services qui viendront en diversification, dans le champ effectivement, même si le terme est un peu large et tarte à la crème, de la conciergerie, dans lequel on va mettre un peu tout et n'importe quoi. Je me tourne du côté d'Allianz. Est-ce que vous avez aussi un peu cette mission de terre d'accueil ? Alors on l'avait, on ne l'a plus. C'est un grand combat qu'on a gagné, effectivement. Alors, il faut savoir qu'on a eu, en 2011, on a fait ce qu'on appelle une rationalisation des contrats. On a divisé par 28 le nombre de contrats de prestations que l'on avait. Donc au final, on est arrivé à une douzaine de contrats. Et on a divisé par 18 le nombre de fournisseurs. Donc autant vous dire qu'avant, il y avait un fournisseur qui arrivait, on avait quelqu'un de notre direction qui allait voir s'il avait bien fait son travail, tout ça. Donc on a énormément rationalisé. Du coup, au niveau, nous, de nos collaborateurs, on a dû les accompagner pour monter vers le pilotage de prestations et pouvoir être dans le contrôle de la prestation réalisée et plus dans la réalisation de la prestation. Comme j'aime à le dire, on est passé du MacGyver à pilote de la voiture, quelque part. Dedans, il y a donc nos prestataires. Donc, l'objectif, ça a été, donc ça a été une première étape. Et en fait, on est même allé plus loin, puisque l'année dernière, on est arrivé à 2 contrats avec 2 prestataires sur l'ensemble du territoire, puisqu'on a 19 bâtiments dans l'ensemble de la France, à peu près 10 000 collaborateurs. Donc, on a fait vraiment ces étapes au fur et à mesure, et on a accompagné nos collaborateurs pour qu'ils évoluent et qu'ils aillent vraiment vers une expertise dans le pilotage des prestataires et plus vraiment dans la réalisation de la prestation. Donc c'est une autre transformation que l'on a fait, que l'on a dû faire. Et ça, pourquoi ? Parce que derrière, on nous demande d'autres choses. Donc vous en avez parlé effectivement, de la réactivité par rapport à des aménagements, proposer des innovations, faire en sorte que le collaborateur, il n'attend pas juste d'arriver le matin, que la lumière soit allumée et que son PC fonctionne. Maintenant, il veut pouvoir, s'il veut prendre un café, aller dans un espace de convivialité qui soit agréable. C'est fini la cafette avec le manche debout et puis la machine à café qui sert du jus de chaussettes. Même les machines à café, il faut maintenant qu'elles soient high-tech et en plus donnent du bon café. Le collaborateur, il veut pouvoir, s'il a besoin de s'isoler, aller dans une bulle. Il veut pouvoir avoir accès à des salles de réunion au moment où il en a besoin et pas devoir s'y prendre 3 jours, 4 jours, 10 jours à l'avance pour faire sa réunion. Donc tout ça, il y a une demande de la part de nos clients qui a évolué et nous, on a dû donc se transformer et que ce soit au niveau de prestation, donc par rapport à l'exigence que l'on a vis-à-vis de nos prestataires, pour pouvoir, nous, derrière, offrir à nos occupants des espaces de travail qui répondent à leurs attentes et à leurs besoins quotidiens. Merci, oui. On est un peu... Je crois qu'il est un peu perdu dans les... On est effectivement sur une thématique qui est centrale, c'est plus de réactivité, plus de personnalisation, une interdépendance croissante entre les différentes activités, avec des contraintes de coordination qui finalement sont beaucoup plus fortes. On n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi une inflation normative, réglementaire. On en avait fait d'ailleurs le thème principal du baromètre prospectif qu'on a sorti au mois de juin dernier, en disant ok, il y a l'intelligence artificielle, il y a la révolution digitale, il y a tous ces outils qui arrivent, mais il y a une pression réglementaire qui ne se contente plus de fixer un cadre général, mais qui maintenant en plus nous dit comment on doit travailler. Et on pensait en particulier à la directive sur la distribution de l'assurance, ou sur le RGPD, qui bloque aussi sur un certain nombre d'activités. Alors sans jugement de valeur derrière.
vous avez parlé tout à l'heure d'espaces dédiés, de flex office. Il y avait une idée que j'aimais bien, c'était faire bouger les murs autour des collaborateurs. Effectivement, on en avait discuté. En fait, c'est pareil, un peu au même moment que la rationalisation des contrats, on a eu en 2008 une norme d'implantation. On avait tant de mètres carrés par personne, avec voilà, ça c'était bien normé, et le chef avait tant de mètres carrés, il avait 2 fenêtres et celui au-dessus 3 fenêtres, c'était parfait. Et un bureau marron, les autres c'était gris. Ça dépend, non, c'était au niveau de la plante verte où ça jouait. Ah d'accord. Désolé. Et en fait, en 2014, on a mis en place ce qu'on appelle une charte d'environnement de travail. J'ai eu la chance de participer à cette réflexion-là. Et pour une fois, nous, entre guillemets, services généraux, avons été intégrés dans cette réflexion-là. Ça a été mené par la direction de la diversité, par la DRH, il y avait un petit peu d'IT aussi, il y avait les relations sociales, il y avait... Donc on a pu participer à ce travail-là et je me suis battue pour que ce soit une charte d'environnement de travail et pas une charte d'aménagement. Parce qu'en fait, l'environnement de travail, nous, on va délivrer un espace, mais on pourra faire le plus bel espace qui soit, mais si derrière tout l'accompagnement, le télétravail en fait partie, le management fait partie du bien-être du collaborateur dans l'entreprise, si tout ça n'est pas intégré dans ce que l'on met en place et dans ce que l'on offre aux collaborateurs, on loupera notre projet. Et donc, on a réussi vraiment à mettre en place une charte d'environnement de travail, c'était en 2014. On a dit, premier immeuble, on a construit le siège donc, à la Défense, la tour Alliance One. Alors, étant au service Jules Dérault, j'étais en plus responsable du projet d'aménagement, comme quoi vous voyez les profils, on n'est pas juste des techniciens. On a fait le projet et on a dit ça va être le premier immeuble qui va montrer ce qu'est la mise en application de la charte d'environnement de travail. Donc on a fait cet immeuble-là et puis finalement on a dit on va faire que le siège puis on va tout faire en même temps. Donc en 2016 on a déployé dans l'ensemble des immeubles la charte d'environnement de travail et puis on a dit la province aussi. Donc en 2 ans et demi on a déployé quasiment tous nos immeubles, on en a 2 mais ça c'est pour des raisons de sécurité et réglementaires. Donc on a déployé cette charte d'environnement de travail. On avait à peine fini, arrivent les écosystèmes. Non, il y a eu, avant les plateaux projets. On nous dit, voilà, nous c'est bien, là aujourd'hui on avait un poste de travail, une personne, mais on offrait la bulle d'échange, la salle de réunion, l'espace de convivialité, on avait fait tout ce qu'il fallait. Ils nous disent, nous maintenant on travaille en projet. On dit, attendez, on vient juste de finir, là vous avez des nouveaux bureaux, ils montent et ils descendent, tout ça, vous voulez déjà autre chose? Ah oui, mais nous on travaille en projet. Ah, bon. Et effectivement, un immeuble, lui, bouger un bureau, c'est beaucoup plus contraignant que de bouger une personne. Et en fait, au fur et à mesure, on a eu ensuite les écosystèmes, donc avec des petits aménagements qui sont vraiment minimes, on avait réussi à réfléchir nos environnements de travail assez en avance et assez en amont pour pouvoir se dire, il va y avoir des modifications et on voit tout ce qui est flexibilité, agilité, ça commençait déjà un petit peu à sortir. Et en fait, on a réussi, c'est tout bête, on a des bureaux qui sont ce qu'on appelle des benches, face-face, avec une séparation entre les deux. On a dit plateau projet, vous voulez des grandes tables, on a enlevé la séparation entre les bureaux, on a tout rapproché et on leur a donné leur grand plateau de projet. Et là, nous avons mis en place un pilote de Flex Office. Donc, ce n'est pas la personne, il n'y a plus de bureau attribué. Qu'est-ce qu'il leur faut? On a enlevé les vestiaires, on a mis des casiers individuels, on a laissé les mêmes bureaux et on a mis des porte-manteaux. Et on a réussi, en fait, depuis 2016, donc aujourd'hui en 2018, en moins de 2 ans, à déjà offrir 4 différentes façons de travailler dans nos immeubles, alors qu'avant, il fallait systématiquement tout revoir les normes, revoir ci, revoir ça. Et pour en revenir à l'aspect réglementaire, au final, c'est finalement plus simple aujourd'hui parce qu'on a installé nos bureaux, on ne les bouge plus, donc là ils sont conformes par rapport au passage, par rapport aux évacuations, donc tout ce qui va être réglementaire lié à l'immeuble. Et du coup, les postes de travail offrant différentes façons de travailler, on peut répondre de manière beaucoup plus réactive aux collaborateurs et aux besoins des collaborateurs. Et notamment les aspects RGPD, il y a eu mise en place d'un groupe de travail. Donc il a fallu dédier un espace, on a pu tout de suite, parce qu'on n'a plus de cloisonnement quasiment, on a un système de cloisonnette. Au début ils en voulaient, finalement plus personne n'en veut. On bouge les collaborateurs, on les met ensemble et en 24 heures c'est fait. Donc on arrive comme ça à s'exonérer et des contraintes réglementaires, mais on les respecte, qu'on soit clair. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus à faire n'importe quoi, on respecte bien les contraintes réglementaires, mais on arrive à être réactif par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai été claire. Non, c'est l'enjeu de la mobilité. On est vraiment au cœur de l'enjeu de la mobilité et puis on a un enjeu économique fort parce qu'effectivement, pouvoir... Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que les millennials ou tous les collaborateurs, ils veulent quand même retrouver la proximité.
Voilà, ils veulent du contact, ça c'est important. Donc ils veulent la community manager qui va venir leur expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire en dehors de leurs heures de travail. Par contre, ils veulent aussi des espaces où ils peuvent se retrouver soit seuls, soit en mode collaboratif. Donc en général, il faut un territoire, voilà, c'est-à-dire qu'ils s'identifient à une direction. Et dans ce même territoire, ils veulent retrouver différents usages de travail. Donc effectivement, il faut dès le départ penser plusieurs usages qu'une même personne dans sa journée veut pouvoir profiter d'un bureau qui se règle en hauteur, ou pourquoi pas d'un espace un peu plus cosy pour pouvoir réfléchir. Donc c'est assez intéressant. Je vais juste repensais à quelque chose d'assez sympa sur l'innovation. Parce que l'intérêt aussi, c'est de savoir innover. Et dans nos métiers, maintenant, on est vraiment dans tous les enjeux de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et donc, à chaque fois, on nous dit comment moins consommer de carburant, d'empreinte carbone, etc. Ou alors, comment faire que les métiers de la restauration ou tous les métiers qu'on peut gérer au quotidien, même au niveau du nettoyage, des produits, comment faire pour révolutionner les choses et que le prestataire comme nous, on y gagne et que le collaborateur qui veut être acteur de tout. Donc le collaborateur, il veut savoir ce qu'il mange, ça c'est facile. Mais quand il veut savoir le produit que vous utilisez pour votre machine, ça devient intéressant. C'est-à-dire que vous aussi, il faut vraiment que vous rentriez dans un détail. Donc moi, j'avais évoqué au début avec mes grands prestataires très experts qu'est-ce qu'ils pouvaient m'apporter en innovation. C'était le début de l'intelligence artificielle. Hein. Donc j'ai eu le droit à tous les robots de la Terre. Celui qui faisait à manger, celui qui nettoyait. D'ailleurs, mes poteaux, mes piliers de parking s'en souviennent encore. Bref, celui qui aspirait, qui arrivait vers le collaborateur et qui lui disait « Tiens, ton espace, en termes de qualité de l'air, il est top ». Sauf que 5 minutes après, j'avais 15 personnes au-dessus du robot et du coup, la qualité de l'air a été plus bonne du tout et que j'avais un droit de retrait. Bon, je plaisante. Mais effectivement, en fait, quand on parle innovation et quand on a souvent un débat de dire dans nos métiers de l'environnement de travail, est-ce qu'on externalise ou pas, est-ce qu'on internalise ou pas, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est qu'il faut faire en bonne intelligence parce que selon la taille, bien sûr, qu'on va externaliser parce qu'il faut les moyens. Mais après, il faut qu'avec le prestataire, on y trouve un intérêt pour les métiers de l'avenir. Et si effectivement, avec la restauration, on fait des tests sur le mieux manger, ça va servir après à notre prestataire Elior pour vendre cette prestation vers d'autres clients. Donc on voit bien qu'il y a, notamment sur la partie innovation et enjeux RSE, un espèce de mélange qui se fait et qui veut dire que le test que je suis en train de faire, j'ai un boîtier dans ma voiture qui est super. Enfin non, il n'est pas bien du tout parce qu'il est en train de dire à mes collaborateurs que quand je reviens le week-end, je n'ai pas forcément bien conduit. C'est l'éco-conduite, voilà. Et ça vous dit si vous avez trop freiné, trop accéléré, etc. Ça vous dit un petit peu votre rôle sur l'empreinte carbone. Et ça, on va le mettre en place sur toutes les voitures qui sont en autopartage. C'est intéressant, c'est sympa. Et du coup, cette expérience, normalement, tous mes prestataires vont pouvoir en profiter, notamment la Poste, la Doca Poste, qui va pouvoir, pourquoi pas, le mettre en place aussi au niveau de sa flotte s'ils en ont envie. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ce mode collaboratif qu'on retrouve auprès de nos résidents, nous, on est en train de le mettre en place aussi auprès des prestataires qui travaillent avec nous. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on les fait évoluer aussi dans l'évolution de nos propres métiers. Je voudrais juste apporter une précision par rapport au... Comment on sait ce que l'on externalise ou pas? Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, à la rigueur, on peut tout externaliser. En fait, quand donc je vous ai parlé du projet d'optimisation de nos contrats, donc en 2011, et j'ai fait le dossier d'aide à la décision, donc je l'ai présenté à mon directeur à l'époque. Et effectivement, pour être complètement honnête, je lui ai fait la proposition de j'externalise tout le monde, à je réinternalise tout. Parce qu'il y a des autres sociétés qui en reviennent, bref. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit tout externaliser, il en est hors de question, j'ai besoin d'une garde rapprochée. Et en fait, lorsqu'il a dit ça, ce qu'il voulait dire, c'est que oui, on donne de plus en plus à nos prestataires. En revanche, il faut, quoi qu'il en soit, pouvoir les challenger. Parce que votre prestataire, lui, il s'en fiche. Hein. Comme je dis, le gars qui travaille pour le prestataire, il ne va pas défendre les intérêts de son client, il va défendre l'intérêt de son entreprise. Parce que lui, il ne mordra jamais la main qui le nourrit. Donc lui, il va être fidèle à celui qui le paye à la fin du mois. Et donc nous, de notre côté, ce que l'on doit pouvoir faire, c'est pouvoir challenger les propositions des prestataires. Parce qu'en général, au démarrage, ils nous testent et ce qu'ils vont nous proposer sont des solutions de facilité. Vous avez une porte qui ferme mal, je vois que la porte là-bas ferme mal. Au lieu d'aller régler le groom, il va dire le groom est cassé, ou pire, il faut changer toute la porte. Solution de facilité, souvent il y a des bonus qui sont indexés sur le chiffre d'affaires qu'ils vont faire. Et donc c'est là où il y a cette vigilance à avoir dans l'externalisation, parce que derrière il y a du pilotage de prestataires et pour ça il faut avoir une expertise. Donc c'est là où il faut être vraiment
attentifs à garder le curseur et pas aller trop loin, parce que c'est le risque qu'il y a aujourd'hui dans nos métiers. Alors là, je suis à 100% en phase avec ce que vous dites, parce que, en effet, on ne sait pas piloter une prestation sur des prestations qu'on ne connaît pas, en fait. Donc c'est vraiment... On en a fait expérience à un moment donné, et on s'est aperçu qu'on était dans l'impasse, dans le domaine décisionnel, pour ne pas le noter, et en fait, on est revenu en arrière à cause de ça, et ça, c'est vraiment une leçon extrêmement importante, oui, en effet. Oui, j'allais vous interroger précisément sur le restaurant d'entreprise, parce que dans la profession, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à Niort, tester le restaurant d'entreprise de la Maïf, c'est quand même une expérience à vivre, parce que c'est un vrai restaurant d'entreprise, avec une qualité de service et une organisation qui est très particulière, mais il y a un certain nombre de choses qui ont changé dans l'organisation en interne. Ouais. Alors effectivement, c'est une des meilleures tables de Niort, tout simplement. Alors venez. Tous invités. Oui. En effet, on a fait le choix au siège, tout au moins dans le réseau, c'est pas possible, c'est plus difficile, mais on a fait le choix au siège de rester en interne, et là du coup pour la qualité. Et on vise une étoile bientôt, je vous le dis tout de suite. Et pour la qualité, donc qui est toujours là, et qui s'est même accrue ces dernières années, parce qu'on a changé de modalité, ce qu'évoquait Norbert. On a changé de modalité, c'est-à-dire qu'on était servi à table il y a encore 5 ans. Donc c'était vraiment, voilà. Par contre, c'était pas forcément ça compatible avec, je dirais, le fait de déjeuner rapidement, d'avoir plus de flux, etc. Et donc on est passé sur un mode self, et donc où on ne sert pas à table, et ça marche tout aussi bien, et on a gagné en qualité. Et là, du coup, cette modalité-là a aussi un impact par rapport à mon activité, c'est qu'en fin de compte, qu'est-ce que l'on pouvait faire, qu'est-ce que l'on faisait des personnes qui servaient à table ? Eh bien, pour une grande majorité d'entre elles, 60 à 70%, elles sont venues dans mon service. D'où l'intérêt aussi de ne pas tout externaliser et d'avoir des moyens internes. Ça, c'est une des composantes aussi sociales. Puis ceux qui nous connaissent à la Maïf, vous savez qu'elle nous est très chère. C'est une composante sociale importante pour ne pas laisser pour compte des collaborateurs. Et j'en profite aussi pour dire que le secteur du handicap est extrêmement présent dans nos activités. On a à peu près 40% des collaborateurs qui travaillent au courrier et qui sont dans le secteur du handicap. Oui, alors on n'a pas la parité au niveau homme-femme, on est beaucoup moins bon que les assurances dans la féminisation du métier, je le précise. On avance, mais doucement. Ici représenté, oui, mais... Ici représenté, oui, mais alors, comment dire, dans mon département, donc relations clients, si j'ai une majorité de femmes, j'ai que 2 hommes sur 9 dans les responsables de site. Dans le département de pilotage des prestataires, c'est principalement masculin. Et en fait, après, on a 2 autres départements, des départements dits structurels, qui vont être le pilotage des engagements, donc tout ce qui va être chiffré, financier et aussi indicateur, parce que comme tout le monde, on doit fournir des indicateurs. Et on a un département d'expertise immobilière et contrat. Et là, on va retrouver des ingénieurs en sécurité, des ingénieurs en travaux, la gestion des baux, ce genre de choses. Et là, c'est plutôt masculin. Justement, parce que sur cette même thématique, c'est celle de la reconnaissance, et la parité est aussi un des éléments de reconnaissance. On a le sentiment que pour la logistique et l'environnement de travail, donc c'est un enjeu RH important qui nécessiterait finalement une réécriture en base zéro de tous les descriptifs. On vous a présenté tout à l'heure, Michel vous a présenté tout à l'heure la nomenclature qui avait été mise en place en 2012. Je vous ai expliqué également dans quel contexte on se situait et comment... Quelque part, elle avait fait un peu bouche-trou, pour le dire de manière un peu triviale. J'ai envie, alors je ne sais pas si vous connaissez cette épreuve, c'est chez les doctorants, c'est ma thèse en 180 secondes. Voilà, l'idée, parce que souvent vous avez des personnes qui s'engagent dans un processus de thèse, et puis on leur dit, alors tu fais ta thèse sur quoi, de quoi ça parle, et puis c'est toujours un peu un exercice délicat d'expliquer ce que c'est. Si vous deviez à valoriser les métiers de l'environnement de travail dans cette idée-là, qu'est-ce que vous metteriez plus particulièrement en avant pour les qualifier, pour les reconnaître ? Je pense que c'est en train de donner une valeur au bien-être au travail qui demain sera la clé pour la réussite de nombre de nos grandes entreprises. Et je pense qu'à un moment donné, si on arrive à travers nos métiers à valoriser et à dire ce que ça peut rapporter,
et pas simplement, on le disait, sur la conciergerie, mais sur l'ensemble des choses que l'on met en place, le facilitateur que ça peut avoir, je pense qu'on aura vraiment défini demain la plus-value de tout ce qui est en train de se passer dans les métiers de l'environnement de travail. C'est un terme qui est revenu souvent dans la bouche des uns et des autres, c'est tout ce qui était qualité de vie au travail. C'est une considération qui est très présente dans oui, votre en fait, on a eu un pic de responsables du bien-être au travail. Ça a toujours été d'ailleurs un peu décrié, c'est-à-dire il faut quelqu'un pour veiller effectivement au bien-être des collaborateurs, mais ça, c'est du management. Voilà, moi, je pars du principe que c'est pas forcément l'environnement de travail. Bien sûr que c'est un plus d'avoir une conciergerie, mais toutes les entreprises peuvent pas en avoir une déjà. Et c'est pas ça qui fait la différence, c'est le management qui fait le bien-être au travail. Par contre, pouvoir faire que les collaborateurs vont, eux, être en sécurité au travail, être acteurs de leur environnement, choisir l'espace où ils vont pouvoir produire plus pour l'entreprise, on est vraiment facilitateur, c'est-à-dire qu'on met les outils en place pour que le collaborateur fasse réussir l'entreprise. Et c'est bien là notre devoir, on va dire, au quotidien. Karine ? Il y avait deux questions quand même. Il y avait la reconnaissance et le petit jeu en 180. Oui, oui. Oui, il y a 2 fois 180. Non, sur l'aspect de la reconnaissance, déjà le fait qu'on soit là aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important parce que ça veut dire qu'on a su vous interpeller et on a su se dire, bah, tiens, il se passe peut-être quelque chose ici. Donc j'espère que vous tous, vous nous entendez et que vous aurez conscience que derrière, ce qu'on souhaite, c'est surtout qu'il y ait un regard qui change sur nos métiers et puis quand on recrute, qu'on a un peu moins de difficultés à trouver des profils qui répondent en fait à ce que l'on attend. En termes d'image, on vous en a parlé, on touche à tous les domaines, que ce soit de la sécurité, les travaux, tout ça. Et puis surtout, on est les contacts de plein d'acteurs, de tous les acteurs de l'entreprise. Bien sûr, il y a la direction, tous ceux qui font de la gestion, l'indemnisation, tous les métiers de l'assurance propre, mais on est aussi les partenaires et les interlocuteurs des DRH, de l'IT, de tout ce qui va être conformité, d'un PCA, et puis des partenaires sociaux. Je les oublie un peu, mais on est aussi les principaux interlocuteurs des partenaires sociaux, ils nous aiment bien. Parce qu'en fait, quand on travaille avec eux, on arrive à faire des choses vraiment très constructives. S'il y en a dans la salle. Ils se désignent. Donc, c'était juste pour dire quand même, on a vraiment un domaine qui est très large et des interlocuteurs vraiment qui sont vraiment très diversifiés. Donc après, pour essayer de convaincre en 180 l'idée du pitch. Du pitch, la diversité des activités. Il n'y a aucun jour qui se ressemble. Chaque jour, on a quelque chose de différent et puis on passe de plein d'activités différentes. Donc pour ceux qui aiment changer d'activité, c'est vraiment très intéressant, très enrichissant. On touche à tout, donc ça, c'est vraiment très sympa. On doit innover, on l'a dit. On doit trouver des idées originales et effectivement, quand on arrive à nous appeler en amont des projets et qu'on est dans la confidence, notamment des réorganisations, c'est qu'on a gagné. Donc voilà, ça, du coup, on est vraiment dans la stratégie d'entreprise et c'est particulièrement intéressant d'être au centre de la décision. Philippe ? Il y avait toujours 2 questions, il y en a une liée à la reconnaissance. Sur la reconnaissance, pas plus tard que ce matin, dans le TGV, là je lisais un message qui m'était envoyé. On a participé à la Maïf, certains connaissent peut-être ce benchmark, un Great Place to Work. On a participé, ça fait 2 fois qu'on participe à ce benchmark. On n'est pas sur le podium, on n'est pas loin, mais on n'est pas sur le podium, on a des bons résultats. Et ce matin, je recevais les résultats de mes services par rapport en comparaison à l'entreprise. Et en fait, on est largement au-dessus, en particulier sur la crédibilité. Donc ça c'est bien, il y a plusieurs items, il y en a un qui est lié à la crédibilité, donc là on est largement au-dessus de l'entreprise. Il y en a d'autres sur le respect et sur la convivialité, on est au niveau, plus ou moins quelque chose, mais on est au niveau. Et il y en a un sur lequel par contre on est très en retrait, et c'est l'équité. Et puis, effectivement, à travers ce que je vous ai dit tout à l'heure en particulier, quand mes collaborateurs du courrier, je leur fais faire des activités sur les réseaux sociaux, le traitement des petits actes d'assurance, etc., et qui sont à 80% en classe 2, il y a juste peut-être un petit problème, en tout cas, qu'il nous soulève, et qui est extrêmement difficile à gérer. Et
qui fait qu'aujourd'hui, cette nomenclature, hein, et on y revient, et cette classification que l'on a, eh bien, dans un monde qui bouge, dans un monde qui évolue, dans des métiers qui se révolutionnent, eh bien, il y a forcément quelque chose là aussi à révolutionner. Donc ça, c'était le premier point. Alors, en 180 minutes, donc, non, mais pour nous rejoindre, si j'avais à m'adresser à vous ou à d'autres collaborateurs de l'entreprise, c'est pour nous rejoindre, rejoignez un secteur qui, en fin de compte, est en pleine évolution, un secteur qui est vraiment entré dans l'ère du digital, un secteur qui est complètement intégré au process métier. On a évoqué tout à l'heure l'histoire de la réactivité. Je voulais juste dire que quand je vous dis qu'on est à 70% de mails versus 30% de courrier, vous en tant qu'individu, et moi le premier, lorsque j'envoie un courrier à n'importe qui, à un fournisseur, à la poste, je ne m'attends pas à ce qu'il me réponde dans les 10 jours. On est sur un flux froid. Lorsque j'envoie un mail, là je suis sur un flux tiède et de plus en plus chaud. Lorsque j'envoie un SMS, là c'est carrément chaud. D'accord ? Donc clairement, en termes d'exigence de réactivité, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc dans nos métiers, on est complètement intégré au processus métier et on est complètement partie prenante de la relation sociétaire. Hein. Et donc on est un des rouages essentiels de la société. Hein. Chez moi, on traite donc tous les flux entrants, circulants, sortants. En fin de compte, j'ai souvent tendance à dire qu'à travers nos activités, on prend le pouls de l'entreprise dans tous les domaines. Voilà. Et puis je terminerai en disant que venez chez nous parce que l'humain est au cœur de notre mode de fonctionnement. Et puis je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, on essaie effectivement de développer, de privilégier le bien-être au travail. Merci.